J'étais dans un demi-sommeil, ou peut-être même endormi, et le texte s'écrivait tout seul. Les associations d'idées s'agençaient sans que je sache d'où ni comment, m'apparaissaient dans une fluidité rare et sans doute étaient-ce lié à ce que j'avais lu la veille. La scène avait lieu dans un bus dont j'ignore encore la destination, et à l'intérieur duquel passait en boucle le message publicitaire d'une campagne de dons pour l'Ukraine. Cartier-Bresson était à la fois absent et présent dans cet état entre veille et sommeil, vecteur d'un flot d'idées qui ne lui appartenaient pas et me faisait reparcourir des fragments d'histoire, suspendus au fil d'images photographiques, connues ou non. À mon éveil, tout ce qui s'était construit en songe s'est évaporé. Seule me restait la vision de la scène depuis ma place à l'arrière du bus, ou peut-être était-ce un quart de tourisme ou de réfugiés. L'annonce diffusée en boucle résonnait intérieurement, accompagnée d'une petite musique semblable à celle qui s'échappe parfois des haut-parleurs dans certains villages japonais isolés, pour annoncer la disparition d'une personne âgée en forêt ou l'imminence d'un tsunami. Et que faire d'un rêve suspendu à son propre cours ? Comment savoir vers où j'étais alors en chemin ? À quel endroit je serais descendu ? Aurais-je retrouvé quelqu'un quelque part ? Le trajet était-il rapide et urbain ou au contraire très long, infini même, traversant pays et frontières depuis le petit matin jusqu'aux nuits qui suivraient, dans des paysages inconnus dont j'aurais pu me souvenir si le rêve ne s'était pas brusquement interrompu. Dans un entretien de 1994, l'écrivain Pierre Assouline, futur biographe d'Henri Cartier-Bresson qui lui interdira d'enregistrer ou de prendre des notes au cours de leurs échanges, demande au photographe « Vous analysez vos rêves ?» Il répond « Pardon ?» Assouline poursuit « Est-ce que vous rêvez en noir et blanc ?» Et Cartier-Bresson lui dit « Un de mes amis psychanalystes m'a dit un jour « Henri, tu es peut-être fou mais tu n'es pas malade, ça vous va ?» Assouline change de sujet tout en se disant peut-être que ça ne lui va pas et que, comme souvent pendant les entretiens, Henri Cartier-Bresson s'arrange pour ne pas répondre aux questions et d'autant moins à celle-ci. De quoi peut-on bien rêver lorsque l'on est photographe ? Et rêve-t-on en deux couleurs qui n'en sont pas ? En deux nuances fondues parmi d'autres dans le réel sans pour autant le représenter tout à fait ? Et de quoi rêvait cet homme, endormi sur le rebord d'une table, son crâne dégarni, déséquilibrant légèrement la soucoupe de sa tasse à café vide, dans ce qui semble être une immense cafétéria quelque part à Brooklyn. Était-il vraiment endormi ou dévasté par une situation que l'arrière-plan ne permet pas de saisir ? Et j'ai beau regarder, je ne comprends pas cet alignement. S'agissait-il d'un stand de tir, d'un jeu d'argent ? L'homme s'était-il évanoui, saoul, sous la lumière crue des néons, à une heure impossible à deviner puisqu'aucune lumière extérieure ne filtre ? La salière et la poivrière sont floues. Le point est fait sur le col de sa chemise, la trame de son manteau. Avant de s'effondrer, il avait pris soin d'ôter son chapeau. Et qu'a-t-il ou qui a-t-il vu en premier en levant la tête, le regard embrumé, les traits tirés d'être resté ainsi effondré sur la table ? On peut facilement imaginer que le photographe qui ne livre rien de ses rêves était déjà parti, et que cet homme n'a jamais su qu'il l'avait photographié. Ou peut-être lui a-t-on, quelques années plus tard, montré cette image de lui sans visage, publiée ici ou là,
dans laquelle il s'est reconnu sans pourtant se remémorer cet état de lui qui aurait pu tout aussi bien advenir en plein jour. À propos d'une photographie similaire, trouvée dans la maquette dite Brodovitch d'un livre qui n'a jamais vu le jour et dont la plupart des images sont entièrement inédites, Henri Cartier-Bresson a consigné une légende réflexion sur un feuillet manuscrit où s'enchaînent numéros des pages, de prises de vue et textes qui doivent absolument les accompagner en cas de reproduction. La photographie montre un homme âgé, seul dans une cafétéria ou un diner, trempant ses lèvres dans une tasse de café. Les restes de son repas traînent sur sa petite table carrée. Un miroir reflète son dos. Autour de lui, les autres tables sont vides. Mais à bien y regarder, elle donne l'impression d'être dédoublée et de flotter dans l'espace, comme si la photographie elle-même était le fruit d'un songe, d'une vision hallucinatoire. De sa petite écriture resserrée, Cartier-Bresson écrit « À minuit passé dans une cafétéria de Times Square. La cafétéria a résolu le problème des gens modestes et pressés. C'est une sorte de cantine où, dans une abondance enchanteresse pour le nouveau venu, mais à laquelle le vieil habitué est tristement accoutumé, à un bout d'un long comptoir mijote une variété de plats chauds et de quartiers de viande, et à l'autre une non moins grande diversité de plats froids, ressemblant aux dînettes d'enfants, proprement nichés dans la glace pilée. Chacun vient avec son plateau y faire son choix, mais aux heures d'affluence il doit être fait rapidement car l'hésitation n'y est pas de mise. Si l'on trouve ici les avantages de la vie collective, on doit aussi sacrifier certaines exigences de l'individu peut-être nées d'habitudes sentimentales. En observant la photographie de l'homme endormi, dont une légende dit Henri Cartier-Bresson, Brooklyn, 1947, collection Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris, et une autre précise Second Avenue, Brooklyn, 1947, j'ai pensé à une photographie assez méconnue de William Eggleston, sur laquelle j'avais déjà écrit pour une commande de la Fondation Cartier, une lecture en public devenue le livre Oublier voir, qui s'ouvre sur le phénomène de l'extase de Brassailles, une photographie stupéfiante que je m'étais souvenu avoir oubliée. L'image qui m'est revenue en mémoire est un tirage noir et blanc, témoin des débuts de celui que l'on dit être une légende de la couleur. C'est d'ailleurs en 1957, peu de temps après avoir acheté son premier appareil photo, que William Eggleston découvre chez un ami le livre The Decisive Moment, une révélation. Mais il choisit d'abandonner le noir et blanc pour la couleur dès le début des années 60, cette couleur que Cartier-Bresson fait semblant d'ignorer. Et le jour où Eggleston a enfin croisé celui dont les images à la sauvette l'avaient persuadé de devenir photographe lui-même, Henri Cartier-Bresson lui a lancé laconiquement « William, color is bullshit. William, la couleur c'est de la connerie. End of the story. » Mais revenons à la photographie noir et blanc d'Eggleston. On y voit un dessert que j'imagine être un sundae, recouvert d'une petite montagne de chantilly surmontée d'une cerise, la coupelle posée sur le comptoir stratifié d'une boutique de glace dont on aperçoit les couvercles des bacs d'aluminium. En arrière-plan, comme figé dans son élan, la silhouette floue d'un employé tient dans ses mains un autre sundae à garnir. L'œil est naturellement attiré par la netteté du sundae sur le comptoir, dessert que personne n'est venu récupérer et qui semble fondre sous nos yeux. Glace chantilly et cerise bientôt transformées en une mare sucrée informe. Ce sundae est comme dramatiquement seul sous une lumière aussi crue que celle qui éclairait l'homme de Brooklyn, assoupi, évanoui, absenté. En 2008,
je suis allée à Memphis pour un projet finalement abandonné. Je ne connaissais pas ce sud des États-Unis qui ressemble à nulle part ailleurs et où la couleur de peau continue de scinder les mondes. En arpentant la ville, conçue comme tant d'autres pour les voitures en faisant passer piétonnes et piétons pour des paumés ou des junkies, j'ai compris qu'au fil des années passées à Memphis, où il vit toujours, William Eggleston avait photographié ce qu'il avait littéralement sous les yeux. Tout était là, tel quel, comme inchangé depuis des décennies. Les couleurs du ciel et des murs, les détails et les situations, cette imagerie qu'il est le seul à continuer à avoir dans ce qui l'entoure. Et le lendemain du soir où nous nous sommes rencontrés dans le bar de Lamplighter, où il revenait après une longue période d'éviction par la patronne d'alors, Cheryl, il m'a proposé de lui rendre visite. C'était donc à mon tour de rencontrer une légende photographique en chair et os, et Eggleston ne m'a pas envoyé balader du tout, mais a sorti d'un tiroir en bois foncé un tirage dont il m'a raconté avec son sourire espiègle que cette main, tenant une paille dans un avion élancé vers une direction inconnue, était celle de sa girlfriend, son amante d'alors. Une chose à la fois facile et impossible à deviner avec cette image sous les yeux. Et bien qu'il ait détesté les hectachromes qu'il estimait bien trop éloignés de la nature, et n'a dit avoir pratiqué la photographie couleur que par concession, c'est au moment où à Memphis, Eggleston abandonnait le noir et blanc, que Cartier-Bresson à New York a pris plusieurs diapositives couleur pour la presse. Images qu'il a détruites en grande partie ensuite et ont de fait attiré mon attention. Dans l'une des boîtes de survivantes, j'ai pu consulter Oulan-Bator, New York et Moscou. On ne sait pas quel jour, de quelle semaine, de quel mois, entre 1957 et 1959, Cartier-Bresson s'est promené à travers les 5 boroughs de cette ville qu'il avait découverte en 1933 et où, dès 1947, il avait été célébré dans la première exposition d'un photographe français au MoMA. Un projet conçu sans lui, que l'on croyait mort, une rétrospective posthume de son vivant. 10 ans plus tard, il continue d'arpenter les rues de Brooklyn à Harlem, de Times Square à Uptown, les diapositives labellisées au tampon encreur Made in USA et Henri Cartier-Bresson Magnum Photo, n'indiquant jamais de localisation précise. Les indications reproduites dans la monographie du Centre Pompidou par Clément Chéroux mentionnant New York, États-Unis, 1957-1959, diapositive couleur, 2,4 par 3,6 cm, collection Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris, suivi du numéro d'inventaire au catalogue. Et c'est justement parce qu'il rechignait à en dire quoi que ce soit, et qu'aucune légende typographiée les concernant n'existe dans ses archives, que nous pourrions, out of the blue, imaginer une projection de ces diapositives dans nos salles obscures intérieures. Leur surgissement scandé par le rythme régulier d'un carrousel Kodak trouvé sur eBay, New York en couleur à l'aube des années 60, à l'apogée d'une puissance états-unienne qui n'avait pas encore décimé le Vietnam et que l'on tremble aujourd'hui de penser à nouveau aux mains d'un Trump maître fou de son image. Insulaire Manhattan de femmes et d'hommes foulant ses larges trottoirs d'un pas pressé, anonymes en col de fourrure, gants et chapeaux, lenteur des taxis sur les plaques d'égout, volume des voies et piquant du vent engouffré entre les buildings, une femme en collant rouge traversant un terrain vague comme sur la pointe des pieds, un homme pour toujours en suspens sur son échelle adossée à un sign au néon éteint « Drink Coca-Cola », une femme, la tête couverte d'un foulard,
saisie entre un lavomatique et un salon de beauté. Autant de silhouettes anonymes protagonistes d'une séquence dont on aurait effacé le son. Dans cette lumière vive qui fait de New York une ville où l'on oscille en permanence entre l'impression d'appartenir à un décor et que celui-ci soit en fait le réel lui-même. Et en écrivant le mot « réel », je réalise qu'une fois son accent disparu, il devient « reel » ou « bobine », matrice hectachrome découpée pour cette projection imaginaire de diapositive, conservée à l'abri de la lumière et du monde dans une boîte d'archives presque interdite à la consultation, image arrêtée que l'on ne peut s'empêcher de soupçonner d'être légèrement en mouvement par leur manière d'impressionner la rétine. Ce mouvement dont Cartier-Bresson se méfiait peut-être car, à l'inverse d'un statisme photographique dont il était l'infatigable chasseur, les images en mouvement, si infimes soient-ils, donnent non pas l'impression d'avoir été des copeaux prélevés au réel sans l'altérer, comme l'a si justement écrit Jean-Christophe Bailly dans son livre L'instant et son ombre, mais de continuer à suivre le cours des choses, s'y fondre continuellement. En 1996, j'étudiais la photographie à l'International Center for Photography à New York, fondé par Cornel Capa, le frère de Robert Capa, comparse d'Henri Cartier-Bresson, cofondateur de Magnum. Après avoir vécu dans un hôtel miteux où une femme s'était endormie sans avoir éteint sa cigarette et d'où quelqu'un s'était jeté en pleine nuit juste sous ma fenêtre, j'ai vécu dans un étrange appartement à Harlem, tenu comme on tiendrait un harem par une chanteuse lyrique, victime de son manifeste insuccès. Chaque chambre était une mezzanine construite de briques et de brocs sans lumière du jour, et je me souviens que ces innombrables chats parvenaient à ouvrir ma porte et urinaient sur mes affaires, léchaient mes pochettes de négatifs. Un couple franco-suédois avait logé là temporairement avant de retourner en France. Elle travaillait au consulat et son mari dans un labo photo de Manhattan. C'est lui qui, très tôt donc, m'avait révélé que la légende de l'instant décisif était bel et bien un mythe, car comme une immense majorité de photographes, Henri Cartier-Bresson faisait souvent plusieurs vues d'un même sujet. En témoignaient d'ailleurs ses planches contact, qui brisait instantanément l'illusion d'une image unique et parfaite, saisie d'un clic de l'index sur la gâchette du Leica. En me promenant un soir sur la 36e rue, après avoir participé à une séance de méditation, dispensée par un prêtre bouddhiste immense qui officiait régulièrement pour le NYPD, j'ai vu un panneau indiquant un appartement à louer au-dessus d'un cabinet de voyante. L'immeuble était assez bas et l'appartement au 3e et dernier étage. Il y avait donc un pas de porte occupé par je ne sais plus quelle boutique ou sweatshop, un cabinet de voyance et juste au-dessus, un appartement. Je me suis alors demandé ce que cela faisait de vivre, dormir, manger, faire l'amour, lire, écrire, au-dessus d'un lieu où des destins se jouent et se déjouent à horaires fixes. Des vibrations particulières en émanent-elles ? Les mots de la voyante traversent-ils les murs pour stagner dans la cage d'escalier ? Traversent-ils le plafond ? Qui croise-t-on lorsque l'on sort de chez soi ou lorsque l'on y retourne ? Qui est dans quelle disposition avant ou après une consultation ? Comment vit-on au-dessus d'un endroit clos où les vies de celles et ceux qui décident d'en savoir plus sur un possible futur sont transformées par une voix, des mots, un toucher, en quelques minutes ou heures selon les finances. En essayant de me représenter l'intérieur de ce cabinet de voyante, je réalise que mon imagination ne va pas très loin. J'y vois un endroit sombre pour que la lumière extérieure ne crée ni diversion ni envie soudaine de retourner au réel, au real, un mobilier d'une époque indéterminée, un éclairage tamisé ou coloré,
quelques bougies ou bâtonnets d'encens, des tissus, des tapis anciens, une boule de cristal, des pierres, des cartes, dans un espace configuré pour une perte totale de repères. Le temps d'une séance, on oublierait non seulement où l'on est dans le monde, mais aussi dans le lieu où l'on se trouve. On repartirait en ouvrant la porte d'un placard à l'opposé de la porte d'entrée, comme si le cabinet avait lentement tourné sur lui-même pendant la consultation et que dehors, rien n'avait jamais cessé de se mouvoir, de se transformer. De quoi rêve une voyante ? Les rêves s'accumulent-ils pendant son sommeil comme ils le font dans le nôtre, et sans que l'on s'en rende vraiment compte ? Le sommeil tel un train dont les wagons se succèdent et nous font nous éveiller en sursaut parfois et au milieu de la nuit ou au lever du jour, en pensant que nous avons rêvé toute la nuit alors que la phase de rêve précédait notre réveil justement. On croit rêver le temps du sommeil, mais on ne rêve que de manière brève et pourtant si marquante. Et je ne sais pas par quel enchantement les rêves finissent toujours par s'effacer. Se rendormir signifierait tout recommencer à zéro, car on ne peut jamais reprendre le fil d'un rêve interrompu. Mais le pourrait-on, en le prolongeant d'une manière ou d'une autre dans la réalité qui s'offre à nous au réveil, au demi-sommeil ? Recommencer à rêver comme si de rien n'était. En Chine, en Pologne, en France, aux Pays-Bas, à Reno, Nevada, une nuit à Tokyo, Henri Cartier-Bresson a photographié des devantures de voyantes ou des situations de lecture des paumes de la main. Cette main dont on oublie à quel point elle contient l'univers entier. Jupiter, Saturne, Platon, la Lune, le Soleil, Mars, Vénus, Mercure, Apollon. Mais aussi, possiblement, un futur inscrit au creux de ligne que seuls voyantes et voyants peuvent lire et interpréter pour nous. Ces photographies apparaissent à intervalles réguliers dans son corpus, signe que de telles pratiques ne le laissaient pas tout à fait indifférent. Elles nous retiennent pourtant toujours au seuil de lieux, de gestes et de paroles, auxquels nous n'accéderons jamais et qu'il nous appartient désormais d'imaginer. En parcourant les archives de l'IMEC pour écrire un livre autour d'Ellis Island de Georges Perec, non sans écho à une photographie qui m'avait occupée pendant 4 années et que j'avais, par ce hasard qu'André Breton définissait comme la rencontre d'une causalité externe et d'une finalité interne, découverte à travers son énigmatique légende, Untitled Woman, Ellis Island, New York, 1905-1920, et dont j'ai d'ailleurs cru un instant retrouver le visage dans le portrait d'une jeune femme dont la légende manuscrite de Cartier-Bresson pour la maquette Brodovitch dit « Cette jeune fille au beau profil grave attend l'autobus au coin de la 5e avenue et de la 14e rue. » New York embrasse toute la matière humaine du monde entier, et parfois on est arrêté par un visage dont on aimerait retracer les antécédents qui s'y entremêlent. En cherchant tout autre chose donc, je suis tombée sur Revoir Cartier-Bresson, les actes d'un colloque organisé à Cerisy et au Petit Palais en 2008. Et le hasard, s'il existe, faisant bien les choses, le premier texte lu en l'ouvrant fut « La légende de HCB » de mon ami philosophe et écrivain Gilles Tiberghien. Gilles semblait donc avoir anticipé mon intérêt pour la notion de légende, qu'elle soit mythique, humaine ou photographique. Il y dévoile notamment le rapport d'Henri Cartier-Bresson à la voyance dans ce passage. La vie d'un personnage de légende correspond souvent à un cadre temporel assez particulier. On parle de bonne étoile, de destinée individuelle. On évoque des conjonctures favorables. La magie, le hasard et la prédestination contribueront grandement à la légende que Cartier-Bresson entretiendra d'ailleurs volontiers et qui fera de sa vie une trajectoire d'exception.
Ainsi, lorsqu'en Afrique il manque de mourir d'une fièvre bilieuse dont il est rare de réchapper, c'est un jeune sorcier qui le guérit in extremis. À son retour, il rencontre le jeune marchand de tableaux, Pierre Coll, avec qui il se lie d'amitié et qui l'emmène un jour chez sa mère dont il affirme qu'elle prédit l'avenir. Le surréalisme baigne alors dans une atmosphère de voyance, et Breton et son groupe y voient une manière d'anticiper le merveilleux dans le quotidien. Henri racontera souvent que Madame Coll, en lui tirant les cartes ce jour-là, lui prédit tout ce qui allait lui arriver d'important par la suite. Ses longs voyages en Amérique, la mort de sa sœur Jacqueline, son mariage avec sa première femme indonésienne, son second mariage avec une femme plus jeune que lui, ainsi que l'enfant qu'ils auront ensemble. Que la voyance soit une injonction ou une prédiction, peu importe. Ce qui compte, c'est que Cartier-Bresson y accordera un crédit plein et entier et verra ainsi sa vie sous le signe de la prédestination. Il sera en tout cas toujours attentif aux coïncidences, dont il se plaira à penser qu'elles sont la manifestation de quelque chose d'inexplicable, et auquel il doit peut-être beaucoup plus, du moins autant, qu'à sa propre volonté, même si celle-ci, sous la forme de cette fameuse finalité interne, prendra des voies parfois inaperçues de lui-même. Ce n'était donc pas une lubie de penser que les rêves non dits peuvent éclore sous la forme d'une prédiction. Et je me demande si Madame Coll avait lu dans les cartes ou dans les lignes de la main d'Henri Cartier-Bresson qu'il photographierait une nuit, au Japon, une diseuse de bonne aventure. Si cela était encore possible, atteindre le Japon pourrait se faire par la Russie et l'île de Sakhaline. Un long voyage en train puis en bateau, qui laisserait s'écouler le temps en prenant la mesure d'étendues parsemées de vies anonymes, de saisons contradictoires, un voyage devenu aussi réaliste qu'irréalisable. C'est d'ailleurs dans une ville au sombre nom-prénom de Vladimir, à 200 km de Moscou, que peu de temps avant de décider d'abandonner la photographie, et dans une URSS dont le seul contact avec l'extérieur passait par celles et ceux qui étaient parvenus à s'enfuir, Cartier-Bresson a saisi une image qui, à mon sens, contient tout ce que sa propre vision de la photographie a eu tendance à dissimuler. Il est positionné à l'extérieur ou à l'intérieur de ce qui pourrait être un grand magasin. Depuis l'arrière d'une vitrine où sont alignés plusieurs modèles d'appareils réflexes et de caméras Super 8 vues de dos, on le sent à l'affût de celle ou de celui qui viendra regarder ces boîtes à images. Si j'avais eu l'occasion de consulter la planche contact, j'aurais peut-être vu que cette image était seule, que cette femme et cet homme y figuraient seuls, ou qu'au contraire, Cartier-Bresson s'était tenu là un certain temps, saisissant depuis sa position d'embuscade les regards posés sur cette vitrine sans pour autant croiser le sien. Et s'il n'a cessé de photographier les effets de la société de consommation à travers le monde, ce n'est pas le seul angle sous lequel regarder cette image. Et l'on imagine volontiers que, tout tenté qu'il ait été par l'activité photographique, ce duo n'aurait jamais eu les moyens d'acquérir de tels appareils. Elle et il semblent d'ailleurs n'être là que pour incarner le rêve de fabriquer enfin des images tangibles, en les prenant, les tirant, les faisant circuler à défaut de les conserver intérieurement à perte. Mirage de la vitrine, mirage de la marchandise inaccessible, mirage des promesses d'images fixes et mouvantes contenues dans ces boîtiers, capables d'enregistrer la vue à la seule condition qu'une main les actionne. On peut aussi y voir à la fois une archéologie et un réservoir d'images à prendre ou jamais prises. Une archéologie de regards portés sur un viseur, un réservoir de surfaces inondées de particules lumineuses, tout ce que ces boîtiers immobiles ont un jour vu et enregistré. Une histoire de la photographie telle que Cartier-Bresson lui-même ne l'aurait jamais imaginée, advenue par d'autres et en dehors de lui.
Et en observant cette image, m'est revenue à l'esprit une photographie prise un après-midi d'hiver à Salt Lake City, utilisée comme carton d'invitation pour mon exposition Silence trompeur, un titre en hommage à ce perpétuel silence de l'image photographique et au film Soleil trompeur du réalisateur Nikita Mikhalkov. Dans la vitrine d'un photographe dont la boutique était fermée à 7 heures, je m'étais arrêtée sur un ensemble d'appareils disposés sur une étagère Ikea bancale. Appareils allant des années 20 aux années 50 et aujourd'hui presque désuets, quand ceux photographiés par Cartier-Bresson en 1972 incarnaient la nouveauté même. J'y ai vu non seulement une forme d'archéologie du médium, sans cesse rattrapée par l'évolution des techniques, jusqu'à la disparition des pellicules elles-mêmes, remplacées par des téléphones miroirs noirs, mais aussi un intrigant creuset d'images à tout jamais perdues, dont ces appareils avaient été et pouvaient continuer d'être les interfaces, images d'on ne sait qui, on ne sait tout, on ne sait quand, qui les avaient traversées avant de se disperser dans les familles, les journaux, les archives, traînées de poudre, de sel d'argent. En me plongeant dans le classeur où sont rangés les principaux éléments du voyage de Cartier-Bresson au Japon en 1965, je suis tombée, par hasard ou non, sur une légende qui a attisé ma curiosité. Le document, tapé à la machine et parfois complété à la main, sur un papier aussi fin qu'une pelure d'oignon, liste presque un par un les lieux des photographies prises entre les numéros 9635 et 9804, étendus sur d'autres pages et d'autres papiers au numéro 9951. Cette liste de légendes dessine un itinéraire et rend instantanément visibles lieux et situations si l'on a déjà voyagé au Japon. Archipel aussi fascinant qu'instable dont il est très difficile de rapporter des images, tant elles semblent toujours déjà vues ou en deçà de ce que l'on y a vu. Tout commence donc au nord du pays, à la gare de Tokyo précisément, puis dans la ville de Morioka et sa région, où l'on fabrique des théières en métal et des senbei, craqueurs de riz, où l'on pratique la teinture shibori. Il y a ensuite un restaurant de soba ou de somen, une scène à la campagne, ailleurs une fête dans un onsen, source chaude où l'on danse avec les geishas après avoir bu, des temples, une répétition de théâtre no, puis un port de pêche, des paysans très pauvres, des cérémonies du thé, des usines de papier, des marchés aux poissons, des paysages maritimes, une collection d'oursins, un magasin, une scène sur la côte, la ville de Miyako, des cimetières, sur le ferry vers Hokkaido, une diseuse de bonne aventure dans la rue, des scènes vues du train, un village aïnou à 1880 mètres d'altitude, la péninsule de Tsugaru, des cerfs-volants peints, un artisan de lac, la mer du Japon, des peintures sur bois dans un sanctuaire, Kyoto, le mont Haguro, l'industrie du couteau à Tsubane, sur le ferry vers Sado, et la danse annuelle des prisonniers travaillant dans les mines d'or et habillés en femmes. Il y a aussi des récoltes, des tissus kazuri, le quartier d'Asakusa, le mont Fuji et ses randonneurs, une manifestation socialiste et enfin 9782, Shinjuku, Night Scene, To Tell Fortune. 9782, Shinjuku, scène de nuit, diseuse de bonne aventure. J'avais le pressentiment qu'il me fallait à tout prix voir cette image, me représenter cette scène non plus à travers sa légende, mais ce que Cartier-Bresson lui-même en avait saisi. J'ai donc demandé à consulter la planche contact contenant, entre autres, le numéro 9782. Mais puisqu'elles n'ont jamais été reproduites, et bien que l'une d'entre elles soit marquée d'un trait rouge qui la distingue du reste, non sélectionné, ces images sont destinées à demeurer dans leur propre ombre. Et c'est sans doute là toute la contradiction d'un Cartier-Bresson qui n'en était pas à une près.
Ces classeurs entiers de légendes auxquels correspondent des négatifs à transformer en positifs sont stockés dans une réserve dont le degré d'hygrométrie assure leur conservation, mais dont elles pourraient ne jamais sortir. Ou peut-être que si, justement, et ce texte que je vous lis en serait la preuve. Écrire sur des images dissimulées à la vue permet non pas de les remplacer, mais d'en saisir les contours, d'en déposer à l'intérieur de qui écoute une vision reconstituée. J'ai d'abord observé à la loupe la photographie marquée d'un trait rouge pour en mémoriser les moindres détails, consciente que je ne pourrais plus la voir sous les yeux une fois quitté les archives de la Fondation, située rue des Archives justement. J'étais fascinée par cette scène à laquelle le photographe n'aurait jamais dû avoir accès. Une femme, vêtue à l'occidentale, est assise derrière une petite table recouverte d'un tissu noir, installée devant un store fermé dont les kanji indiquent qu'il s'agit d'une banque. Elle est éclairée par une lanterne en papier, recouverte de signes difficilement lisibles car presque effacés. Devant elle, un couple, de profil sous un parapluie, attend sa prédiction. La planche contact montre plusieurs vues de ce moment extrêmement intime, et c'est celle dans laquelle la diseuse de bonne aventure adresse son regard au client homme que Cartier-Bresson a choisi de conserver. Des autres, il faudrait même oublier qu'on les a vus. Mais en tournant la page, en découvrant une autre planche contact avec cette même femme, photographiée au même endroit, seule cette fois, j'ai été frappée par le fait que, consciente d'être observée, depuis un moment sans doute par le photographe, elle avait attendu le départ de ses clients pour lui signifier qu'elle l'avait vu. Elle est assise derrière sa table, et ne s'attendant sûrement pas à voir un gaijin la consulter, lui adresse un regard aussi perçant qu'une flèche qui nous transperce au passage, avec une telle insistance qu'elle réduit à néant, en une fraction de seconde, l'idéal d'une photographie prise à la sauvette sans consentement de son sujet. En s'adressant directement au regard du photographe à travers son appareil, elle prend le contrôle manifeste d'une image qu'il pensait lui voler.